grippe, on fait de la fièvre, de la température, on a des douleurs musculaires, mais aussi de la difficulté à respirer. Ça se transforme en pneumonie, de la toux. Donc, c'est ça. Et les cas sévères sont surtout, c'est des personnes qui ont des conditions comme telles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une pneumonie virale et pour laquelle, si jamais ils ne passent pas à travers, ils vont décéder. Sinon, les respirateurs, le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, va faire que la personne va guérir. Mais donc, c'est un spectre de symptômes. Mais effectivement, je vais vous dire aussi, c'est important, si actuellement quelqu'un au Canada a ces symptômes-là, la probabilité que ce soit le coronavirus est presque égale à zéro, là, parce qu'il n'y a pas de virus qui circule dans la communauté. Si vous avez des symptômes, actuellement, il n'y a pas de grippe au Québec. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. On vous demande de vous isoler rapidement. On pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ses sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire s'il va à l'hôpital, etc. C'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement, mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté, vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de mains, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. Culturellement, en Chine, on le porte beaucoup. Ils le portent aussi pour la pollution de l'air, etc. Mais c'est dans la communauté, c'est pas de le montrer comme efficace. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez, on touche à des... sans qu'on aille dans le même contexte. C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins. On se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue. Aujourd'hui, on va vers une autre étape. Puis je vous annonce officiellement qu'à partir donc de samedi prochain, le 18 juillet, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics fermés, comme les commerces. Effective. Parce qu'on sait, quand on opère, là, on en prend des masques, hein, et on va en avoir besoin là, dans les situations du coronavirus. Alors, dans l'ensemble du Québec, la directive est claire. Dès aujourd'hui, on veut que tous les hôpitaux délestent les chirurgies électives. Alors, le docteur O'Patterney a donné la commande d'arrêter les greffes du rein. C'est pour vous donner... Exactement comme celui que j'ai actuellement, par jour, à chaque élève puis chaque enseignant, donc dans toutes les écoles secondaires au Québec. Et donc, tous les élèves du secondaire devront porter un masque. Masque de procédure qui est plus facile, qui est meilleur protecteur à porter, etc. Donc, je vois aussi que les consignes sont respectées. Les gens portent le masque. Mais on va avoir le passeport vaccinal. En France, par exemple, les gens peuvent entrer au restaurant sans le masque avec leur passeport vaccinal. Est-ce que c'est pour bientôt ici? Bien, écoutez, effectivement, là, il y a plusieurs considérations. Est-ce qu'on veut puis on peut être capable de dire on se concentre sur avoir les 2 doses, mais pas de masque? Vous voyez, comme un marché comme ici, on veut quand même demander de continuer à porter le masque. Bien, les couvre-feux, c'est on rentre à la maison. Hein, je veux dire, puis habituellement, les couvre-feux ont toujours été faits, puis je dis que j'ai pas connu ça de la guerre, etc., là, pour que justement l'ordre social s'installe puis qu'il n'y ait pas des éléments. C'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il y a un couvre-feu de soir, bien, je veux dire, la contamination va avoir été faite de jour. Moi, je pense que c'est mieux de la distanciation sociale, le télétravail, éviter les affaires essentielles, parce que ça dure 24 heures sur 24.
Fait que c'est dans cette perspective-là. Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Nous, on parle de mesures de distanciation, de containment, d'isolement volontaire ou etc., pas nécessairement de couvre-feu. Mais ils ont peut-être leur raison de le faire, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais on ne parle pas de ça en santé publique habituellement chez nous. Effectivement. Ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas en contact trop près avec d'autres personnes. Donc, qui rentrent à 7 heures ou à 10 heures le soir, là, je pense pas que c'est quelque chose de prioritaire. Le couvre-feu, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un signal, mais aussi il permet de diminuer les activités et les possibilités de contact qui peuvent continuer à partir d'une certaine heure. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. On est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Ce qu'on souhaite, c'est que les itinérants se retrouvent aussi à l'intérieur. Donc, il y a des endroits qui sont prévus. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, en plus avec le froid, on souhaite qu'ils soient à l'intérieur, puis il y a assez de places de disponibles. J'aimerais savoir, est-ce que toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant, vu qu'on a le test de dépistage. Si des fois, par exemple, disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison, il y en a un qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Hier, on a eu 45 décès. C'est souvent des décès, pas nécessairement la totalité des décès de la journée. Il y en a qui vont rentrer demain ou après-demain, mais il y a des cas qui ont été quelques jours antérieurement là, dans le système. Et aussi, je voudrais parler des cas décédés, là, juste pour vous donner une idée, là, parce que les gens ont peur comme tel. Sur les 25 cas, puis je tiens à présenter mes condoléances aux personnes qui ont vécu ça. Vous savez, on a beau regarder des statistiques comme épidémiologistes, on sait que pour chacune des familles, c'est un drame. Mais il y a eu un cas entre 60 et 69 ans, 6 cas entre 70 et 69 ans, 16 cas entre 80 et 89 ans, puis 2 cas avec 90 et plus. Donc, 88 des cas ont plus de 70 ans, 8 des cas ont 90 ans et plus, puis il reste un 4 qui correspond à la personne qui est décédée dans la catégorie d'âge des 60-69 ans. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies. Ça se situe dans des milieux, par exemple les résidences pour personnes âgées, qui correspondent à 40 des cas, des décès. Je parle des décès, pas des cas. 32 en CHSLD, puis un 16 à domicile, puis il y en a 12 qui est encore actuellement inconnu par rapport à la collecte d'informations. Moins de décès, moins de personnes hospitalisées. Donc, notre réseau, nos hôpitaux sont plus sous contrôle que dans plusieurs autres endroits dans le monde. On a plutôt surestimé le problème, c'est dans les hôpitaux. Actuellement, on a beaucoup moins de gens hospitalisés dans les soins intensifs qu'on pensait. Donc, on prend ce personnel-là et on l'envoie dans les résidences. Le taux de décès par 100 000 habitants au Québec qui est 2 fois supérieur à ce qu'on voit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et comme il y a beaucoup de décès dans les CHSLD, est-ce que les pratiques qui ont eu cours depuis le début de la pandémie peuvent être en partie responsables de la situation? Non. D'abord, si on veut se comparer, il faut se comparer avec des provinces qui ont des grandes villes. Donc, on parle de Toronto, peut-être jusqu'à un certain point, Vancouver. Bon, comme on l'a dit, on était malchanceux d'une certaine façon à cause de la semaine de relâche. C'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voyagé
pendant la semaine de relâche au pire moment. Qui a pris la décision? C'est-tu vous? C'est-tu le ministère de la Santé? C'est-tu la santé publique? Est-ce que, compte tenu de l'ampleur du problème auquel on a dû faire face, ça ne devrait pas être une vraie commission d'enquête publique? Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 3 enquêtes qui sont en cours. D'abord, il y a l'enquête de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, qui est la fille de Claude Castonguay, qui connaît bien le réseau, qui l'a étudié sous toutes ses coutures, puis qui a un mandat très large. Et puis, oublions pas, c'est un poste qui avait été aboli, commissaire à la santé, qu'on a recréé, notre gouvernement, puis le choix de la personne a été appuyé par les 4 partis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une protectrice du citoyen qui a déposé son rapport préliminaire, là, la première étape la semaine dernière, puis qui poursuit son travail. Donc, vous avez lancé il y a quelques jours une pétition. Vous demandez, vous, une enquête publique là, sur la façon dont la pandémie a été gérée. Il y a déjà une commissaire qui se penche là-dessus, mais c'est pas assez pour vous, là. Non, parce qu'elle n'est pas indépendante. C'est une employée du gouvernement qui, avant même d'avoir terminé les auditions, d'avoir entendu les témoignages, a déjà des conclusions pour exonérer le gouvernement puis blâmer les gouvernements précédents. C'est pas une vraie enquête indépendante et publique. Et moi, ce que je dis à la population, parce qu'on voit qu'il y a de l'insatisfaction, là, l'insatisfaction n'est pas bien canalisée si on casse des vitres. C'est complètement inutile. Si on désobéit aux règles. Ce qu'on peut se dire, par contre, c'est que s'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, pour lesquelles on peut s'améliorer dans l'avenir, ben on va faire une vraie enquête, comme l'Ontario a décidé de le faire, comme la France a décidé de le faire. Je suis inquiet, moi, de voir un gouvernement qui cache des choses ou qui veut pas faire un examen approfondi de la gestion de la crise sanitaire comme on voit ailleurs dans le monde. Je pense qu'il faut vraiment, une fois que la crise a terminé, là c'est pas le moment, mais le gouvernement pourrait s'engager à le faire en temps opportun. Comme ça, ben, tout le monde sait que on ira au fond des choses s'il y a eu des choses qu'on peut améliorer. Et je pense que c'est une question de respect aussi pour les 10 000 décès. Là, rappelons-nous, on a eu une commission pour 3 décès au viaduc de la Concorde. Là, on est à plus de 10 000 décès. Là, je pense qu'on doit aux familles endeuillées de s'améliorer tout simplement à devenir une prochaine crise. Je pense qu'il faut comprendre aussi quand l'OMS, puis les gens très loin, donnent des recommandations, ils font en fonction des éléments généraux. Parce que si je pouvais me fier sur tous les Québécois de 70 ans et moins qui n'auraient aucun contact avec d'autres personnes, puis qui, je ne sais pas, comprenaient, puis qui se promèneraient dans la rue. Vous avez vu Mme Merkel, en fin de semaine, faire des annonces, entre autres, pour les magasins. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Mme Merkel depuis le début de la pandémie au mois de mars. Bien, écoutez, on n'est pas différent d'ailleurs. Regardez ce que M. Macron, le président français, a annoncé hier soir. On décide. C'est ça le principe. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Quand la santé publique nous a dit qu'il faudrait fermer les écoles et les entreprises d'ici une semaine, moi, j'ai dit ça va être demain matin. Donc, je suis allé plus loin. Quand la santé... vous l'avez dit cette fois-là. Des purificateurs d'air, c'est bien compliqué de mettre ça dans les écoles. Là, les parents m'écrivent à tous les jours, ils ne comprennent pas vos réponses là-dessus. Bien, écoutez, moi, je pose la question à toutes les semaines, depuis des mois, à la santé publique, puis ils me disent, il n'y a pas personne qui a prouvé que dans les classes des écoles, que l'air est un facteur important de transmission. Ils me disent, il y a des études qui disent que ça pourrait amener une contagion, mais il n'y a rien qui prouve. Il y a 3 groupes là, qui sont importants de vacciner le plus rapidement possible. Les CHSLD, les employés du réseau de la santé, puis les RPA. Une fois qu'on va avoir vacciné ces 3 groupes-là, la situation va beaucoup s'améliorer au Québec. Si vous regardez, par exemple, les décès, là, ça se passe beaucoup là. Actuellement, on a à peu près 70 % des décès qui sont dans les CHSLD puis les RPA. Par exemple, les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, etc., c'est comme si on les vaccinait. C'est la vaccination naturelle qui va s'installer. I think here the aim will not be to stop the transmission through vaccination in the first steps. It's going to be to protect the ones who are at high risk. So it's why we have chosen the elderly people. Et là, on apprend au CHSLD de Côte-Saint-Luc qu'il y a 60 du personnel qui dit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner tout de suite ». Donc, on a besoin de quelques centaines de milliers de vaccins pour vacciner tous les résidents puis le personnel des CHSLD et des RPA. Techniquement, une fois que c'est fait,
on vient d'éliminer 70 % des décès. Donc, ça va changer le portrait complètement. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui refusent le vaccin. Actuellement, tous les pays ont accepté le vaccin et donc c'était vérifié et contre-vérifié par à peu près tous les pays. Mais j'ai été étonné d'entendre cette statistique-là ce matin, 60 % du personnel. Vous trouvez ça beaucoup? Je suis surpris, moi aussi. Je l'apprends, aussi? là, mais je suis surpris. Parce que c'est un vaccin comme pour la grippe. Là, il n'y a rien de dramatique. Puis écoutez, ça empêche d'avoir la COVID qui a tué plus de 7000 personnes. Des grands docteurs là, que vous avez eu la chance de côtoyer avec le Dr Arruda, le Dr Mancé, Dr Lidvac, ce qu'ils nous disent toujours, il y a un équilibre entre les mesures sanitaires et la vaccination. Plus on est capable de monter la vaccination, plus on peut s'ajuster dans les mesures sanitaires. Alors, vous me voyez venir, si on veut enlever des mesures sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter la vaccination. Est-ce qu'on aura bientôt un vaccin pour les moins de 12 ans? Je pense que c'est quand même possible, à court terme, qu'on ait l'approbation du gouvernement fédéral pour un vaccin pour les moins de 12 ans. Il faut aussi tenir compte des gens, des Québécois qui ont eu la COVID, qui ont une certaine immunité ou qui sont protégés contre éventuellement la COVID. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Là, maintenant, est-ce que c'est 80, 82? On sait qu'on est rendu à 84, une dose. On espère que ceux qui sont allés chercher une dose vont aller chercher une deuxième dose. D'abord, je suis triste de savoir qu'une femme de 54 ans en pleine forme, là, je ne sais pas si je devais dire ça, mais bon. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Est décédée parce qu'elle a été vaccinée. C'est dur à prendre. Ouais. Oui. On a déjà au Québec un carnet santé qui permet de savoir qui est vacciné, mais l'enjeu est plus d'être capable de le montrer, que ce soit pour prendre un vol pour aller ailleurs ou que ce soit pour entrer au Centre Bell, etc. On est dans un processus de digitalisation de l'État avec tout ce que mon collègue Éric Kerr est en train de mettre en place. Pour moi, c'est tout à fait naturel de penser qu'on aura un vaccin, un passeport vaccinal digital. Non seulement vous devez présenter votre carte d'embarquement où il y a un code, hein, mais vous devez aussi présenter votre passeport. Donc, il y a une combinaison de ce qui est écrit dans votre nom et ce qui est écrit sur votre code QR, mais vous devez présenter votre passeport. Bien, au restaurant, ça va être la même chose. Vous allez devoir présenter votre code QR, mais la personne va vous demander de présenter soit votre permis de conduire ou toute preuve qui montre que c'est la photo, que c'est bien vous qui... Oui, bonjour. Au même sujet, est-ce que vous pensez néanmoins ramener davantage de mécanismes démocratiques? Je pense notamment au passeport vaccinal. Je veux dire, c'est dans l'air depuis le printemps. Vous auriez pu soumettre ça à une commission parlementaire. Je veux dire, en France, ça a été voté par loi, le passeport vaccinal. Quand allez-vous ramener davantage, disons, de démocratie dans notre système? Bon. Évidemment, à partir de la mi-septembre, le Parlement va recommencer à siéger. Il y aura des périodes de questions. Les commissions parlementaires vont pouvoir se donner des mandats. Actuellement, par contre, on sent qu'il y a un appui très majoritaire dans la population pour le passeport vaccinal. Donc, on pense que c'est comme un moindre mal pour éviter le reconfinement de certaines activités non essentielles. Donc, pour l'instant, on se sent légitime de mettre en place le passeport vaccinal, puis on sent qu'on a l'appui de la population. Il faut aussi être prudent, pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés. Je pense que il y a 84% des Québécois qui se sont fait vacciner au moins une dose, donc il y a un appui à la vaccination. Évidemment, il y a une petite minorité qui s'oppose à la vaccination, mais à un moment donné, il faut suivre la science. Et je pense qu'il faut que tous les partis, incluant les 3 partis d'opposition, lancent un message clair sur la vaccination. Si je peux me permettre, est-ce que vous considérez qu'une commission parlementaire, c'est une tribune où des gens pourraient véhiculer des informations non fondées?
Bien, écoutez, c'est toujours la même question. Qui on fait venir en commission parlementaire? Donc, la question se pose. Je n'ai pas entendu clairement les partis d'opposition ou un parti d'opposition disant « je m'oppose au passeport ». Bon, évidemment, vous le voyez, presque à chaque semaine, l'opposition demande des débats. On voudra avoir des débats à peu près sur tous les sujets au Québec. Mais je pense qu'il y a quand même un grand consensus au Québec sur la vaccination, sur le passeport. Donc, je ne vois pas l'intérêt, pour l'instant, à avoir un débat entre ceux qui sont pour et contre dans une commission parlementaire. Je pense que c'est important. On peut débattre de plein d'autres sujets, mais concernant la vaccination, concernant le passeport vaccinal, j'espère que tous les partis politiques vont se rallier pour dire c'est une bonne idée, c'est une voie à prendre. On ne veut pas reconfiner certaines activités. Donc, allons vers le plus de vaccination possible, puis allons dans les services non essentiels vers le passeport vaccinal. Donc, c'est pas envisagé en ce moment, par exemple, devancer la session parlementaire pour tenir un débat? Non. Ils ont l'impression qu'on veut leur rentrer de force dans le corps quelque chose contre leur volonté, et ça braque beaucoup de gens présentement, puis ça divise énormément. Le rôle d'un premier ministre, c'est d'être un rassembleur. C'est pas la première fois, M. Legault, malheureusement, qui divise la population au Québec depuis le début de la crise. Il l'a fait à répétition, à de multiples reprises. Il a commencé, rappelez-vous, avec les touristes. C'était la faute des touristes Tata à une certaine époque. Ça a été la faute d'un karaoké. Ça a été la faute d'une coiffeuse à Thetford Mines. C'était la faute de Radio X ici à Québec. C'était la faute des complotistes ou des covidios. Et là, aujourd'hui, c'est la faute des non-vaccinés. Mais la réalité, c'est qu'il y a 6 700 personnes au Québec qui sont mortes dans des établissements qui étaient sous la responsabilité de François Legault et du gouvernement du Québec. Et ça, il ne veut pas faire la lumière là-dessus. Ça va bien aller. Ça va bien aller.